seul titre à cette édition spéciale, le 59e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Plus que quelques heures pour la célébration de l'indépendance. Dans ce journal, vous aurez les reportages, comptes rendus et analyses de nos envoyés spéciaux à Tinkodogo dans la région du centre-est. Bonsoir, nous sommes mardi 10 décembre, veille de la date anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Vous suivrez tout à l'heure à 20 h le message à la nation du chef de l'État, suivi d'un entretien avec des invités issus de la majorité, de l'opposition et de la société civile. C'est donc une édition spéciale que nous vous proposons en cette veille de célébration. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Les Burkinabés ont les yeux tournés vers Tinkodogo. Tinkodogo qui abrite cette année le 59e anniversaire de l'indépendance du pays. Nous avons une équipe renforcée sur place. Gilles Dasda, Alain Koulibaly, Constantin Sieda, Achille Ouedraogo et Rigobert Nikiema. Ils seront vos yeux, vos oreilles dans la cité de Zougra-Tenga. Est-ce que tout est fin prêt pour que la fête commence? Nous sommes en contact avec nos envoyés spéciaux Alain Koulibaly. Bonsoir. À quelques heures du jour J, quelle est l'ambiance actuellement à Tinkodogo? Judith Chimadi, bonsoir. Bonsoir à nos chers téléspectateurs de LCA. Bienvenue à Tinkodogo. Tinkodogo qui bouillonne depuis quelques jours au rythme des festivités du 11 décembre, la fête nationale du Burkina Faso. Le gouvernement cette année a voulu la fête nationale sobre, mais cela n'a pas freiné l'enthousiasme et la ferveur des populations. De la foire de l'indépendance à la place de la nation, en passant par l'espace réservé à la parade civilo-militaire. Voilà Judith Chimadi pour ce qui est de la ferveur actuelle constatée à Tinkodogo. Bonne fête de l'indépendance à vous et aux téléspectateurs de LCA. Vous le savez certainement, le 11 décembre, c'est aussi la grande parade civilo-militaire. Un événement beaucoup attendu par les populations. Durant toute la journée d'aujourd'hui, l'heure était aux préparatifs. Préparatifs qui sont marqués par d'intenses séances de répétition. Et c'est souvent épuisant aussi bien pour les civils que pour les FDS. En témoigne ce reportage signé Gilles Dasda, Constantin Sieda. Répéter les pas sans cesse jusqu'à la maîtrise de l'art du défilé. L'exercice n'est pas facile pour les apprenants civils. Le moniteur, militaire de son état, est plein d'entrain et les employés de la Sonabel, apprentis défilants d'un jour, y mettent du cœur. Il est 10 heures passées et la chaleur commence à se faire ressentir sur l'air du défilé. On est là depuis 6 heures du matin. On s'accroche puisque c'est un truc qui nous tenait à cœur. Donc c'est un grand plaisir pour nous de l'honorer. Et ça fait tellement plaisir. À côté d'eux, des travailleurs d'autres institutions et ministères s'adonnent à la même tâche avec plus ou moins de réussite. Une centaine de mètres plus loin, l'atmosphère n'est plus la même. Là, le ton est plus martial. Nous sommes avec les forces de défense et de sécurité burkinabais qui peaufinent leur dernier réglage. Avec un invité, les éléments de l'armée marocaine. Ils sont entre 4500 et 5000 défilants cette année. Ils vont parader fièrement pour célébrer la fête nationale du Burkina mercredi prochain. Toujours dans la veine de la célébration du 11 décembre, des infrastructures ont été réalisées dans certaines localités du centre-est. Dans la ville de Koupela, des réalisations neuves sont perceptibles. Gilles Dasda, Constantin Sieda y étaient, ils nous en disent plus. Environ 140 km à l'est de Ouagadougou, Koupela, ville carrefour. Ici se croisent les principales voies reliant le Burkina à ses voisins, du Niger et du Togo. Chef-lieu de la province du Kouri-Tenga, la ville connaît une certaine amélioration de son aspect. Amélioration due à la célébration du 11 décembre à Tinkodogo, capitale de la région du centre-est. Koupela a changé ces derniers temps. Ils ont construit des routes, des maisons. Cela est bien. Il y a des étrangers.
Même si tu arrives du village, tu sais que quelque chose se passe ici. Ils ont goudronné quelques routes. Nous espérons aussi organiser cette fête bientôt. Il y a eu du travail de fait et la ville est mieux qu'avant. Pour d'autres habitants, la ville a des problèmes plus urgents que l'amélioration de sa voirie. Ça ne doit pas être fêté comme ça. Il fallait construire un grand hôpital. On n'a pas besoin des routes. Il faut aussi aider les jeunes car ils veulent entreprendre. Mais que faire s'il n'y a pas d'argent? De par le passé, les retards dans la réalisation d'infrastructures relatives à la célébration de la fête nationale furent légion. Et 2019 ne semble pas déroger à la règle au vu des retards de certains travaux sur le terrain. Eux se souviennent de la toute première commémoration de la fête nationale du Burkina Faso. C'était en 1960. À moins de 24 heures du 59e anniversaire de cet événement, ils relatent les temps forts de leur première fête de l'indépendance. Nostalgiques, ils le sont. Ils s'expriment au micro de Alain Koulibaly et de Bachirou Sawadogo. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0h, au nom des droits naturels de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Une phrase historique qui rappelle l'avènement de l'indépendance de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Commémorée chaque 11 décembre de l'année sur l'étendue du territoire national, cette fête rappelle la fin de la colonisation et la souveraineté retrouvée. Le 11 décembre 1960, Jean-Claude Garango et Éloi Zabsonré l'ont vécu. Élèves dans la ville de Tinkodogo à l'époque, ils s'en souviennent toujours. La veille, c'était le flambeau organisé par les gardes cercles. Et le lendemain, 11 décembre, il fallait défiler les anciens combattants, les élèves, la jeunesse, quoi. Il n'y a pas de tenue scolaire, hein. Vous êtes parés de vos plus beaux habits et vous défilez. C'était pendant 2-3 jours, on était contents, très contents. La joie qui nous animait le 11 décembre 1960 était immense. C'était une fête à part entière. Les gens venaient des différentes contrées de la région pour prendre part au défilé. Après la parade, on se retrouvait chez le commandant de cercle pour festoyer. Des morceaux de viande et de la bière de mille, il y en avait assez pour tout le monde. On chantait, on dansait jusqu'à l'aube. Une commémoration qui n'a plus la même ferveur patriotique d'antan. C'est le constat fait par nos deux vieux hommes. La célébration du 11 décembre ne suscite plus le même engouement qu'autrefois. La politique a créé la division et l'incivisme entre les communautés, ce qui est fort déplorable. Parce qu'avant, on savait que c'était une fête, et c'était une fête unique pour tout le pays. Et tout le monde était concerné. Maintenant, quand nous étions à l'école, on te frappait même plus que si tu n'apprends même pas ta leçon. Vous voyez, si tu ne suis pas. Et vous apprenez à vous aimer, à aimer le pays, tu vois quoi, à aimer tout ce qui concerne le pays. Même le drapeau, tu vois, quand le drapeau, tu sais, à l'école, là, on nous faisait arrêter quand nous montons le drapeau, toi, on te frappe. Et de fait que même les paysans savaient que si on monte le drapeau, tu vas t'arrêter. Mais maintenant. C'est donc un constat amer, tenu sous forme d'appel à plus de patriotisme et de solidarité autour de cette commémoration nationale qui est ici lancée. L'opposition burkinabé s'oppose à la participation du président du Faso au sommet de Pau. Pour le CEFOP, le chef de file de l'opposition, cette invitation du président Macron est un manque de respect. C'est une façon d'humilier les présidents membres du G5 Sahel. Le reportage est signé Oumou Konaté, Bachirou Sawadogo.
Le 4 décembre dernier, le président français Emmanuel Macron a annoncé depuis Londres et par voie de presse qu'il convoque les présidents des 5 pays du G5 Sahel le 16 décembre prochain en France pour clarifier la présence militaire française au Sahel, sous prétexte que des voix s'élèvent pour critiquer cette présence. Le débat était houleux entre la presse et l'opposition burkinabé lors de la conférence de presse du CEFOP hier à Ouagadougou. L'opposition burkinabé reste droit dans ses bottes quant à la décision du président Kaboré à prendre part à cette rencontre. Pour eux, Roch Marc Christian Kaboré ne doit pas y répondre. Là-dessus, il n'y a pas de débat pour l'opposition politique du Burkina. S'il y avait le respect mutuel, si les relations entre nos États se faisaient dans un cadre de coopération normale, il n'est pas pensable qu'un chef d'État, fût-il d'une puissance étrangère, convoque l'autre. Donc, dans cette forme-là, l'opposition dit non. Le président Roch Marc Christian Kaboré ne devrait pas aller à cette invitation par rapport à cette forme. Un autre point qui a marqué l'attention du CEFOP, c'est la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. L'opposition salue cette célébration, mais toutefois regrette l'implication des forces étrangères pour défendre le Burkina Faso. En 59 ans d'indépendance, nous regrettons le fait que notre État soit encore obligé de demander de l'appui à des puissances étrangères pour défendre son intégrité territoriale. Quant à la célébration tournante de l'indépendance, elle est à saluer. Toutefois, beaucoup reste à corriger dans la qualité des infrastructures réalisées à cette occasion. En outre, il faut désormais penser à susciter la création de petites et moyennes entreprises dans les régions abritant les célébrations, en lieu et place des cités dont l'urgence n'est pas évidente et qui, pour la plupart, sont inhabitées et inexploitées. À 3 semaines de l'an 1 des massacres de Yirgou, l'opposition burkinabé, au cours de la traditionnelle conférence de presse, condamne à nouveau l'ethnicisme et la stigmatisation des communautés. Elle invite la justice burkinabé à faire la lumière sur l'affaire Yirgou. L'UNIR PS, par contre, donne son feu vert au président Kaboré. L'Union pour la Renaissance Parti sankariste est d'accord pour la rencontre des 5 chefs d'État du G5 Sahel en France. Toutefois, le parti exhorte le président du Faso à tenir un langage franc avec son hôte. Oumou Konaté et Bachirou Sawadogo. Le 16 décembre prochain, une rencontre est prévue entre le président français Emmanuel Macron et les chefs d'État du G5 Sahel en France. Une rencontre qui doit s'articuler autour de la lutte contre le terrorisme. Depuis quelques jours, le débat sur cette rencontre fait objet de critiques autour de l'opinion publique burkinabé. Hier, au cours d'une conférence de presse, l'UNIR PS appelle le peuple burkinabé à soutenir le chef de l'État dans la lutte commune qui est d'en finir avec le terrorisme. Il faut effectivement que le président du G5 Sahel, président du Burkina Faso, aille, comme lui-même il a dit, à cette rencontre. Mais il faut qu'il aille avec un message fort et qu'il dise à la France de M. Emmanuel Macron ce que le peuple pense. Selon Maître Benewende Sankara, il faut évaluer les accords de coopération entre le Burkina et la France, dresser un bilan critique en fonction des intérêts spécifiques du moment. Les accords de coopération que nous avons depuis longtemps avec la France sont dépassés et même en déphasage avec les réalités. Et nous proposons qu'il faut en dresser un bilan critique et au besoin, il faut les renégocier. La priorité de l'heure, c'est demander à notre peuple de se mobiliser massivement derrière le chef de l'État dans ce combat qui en réalité n'est pas un combat politicien. C'est un combat pour la patrie. C'est un combat pour notre souveraineté. C'est un combat de tous les Burkinabés et de tous les bords. L'UNIR PS exhorte le président Roch Kaboré à tenir un langage de vérité à Emmanuel Macron et aux autorités françaises afin de mutualiser les forces pour combattre franchement le terrorisme qui est un ennemi commun.
Un autre point de l'actualité qui s'invitera sans doute dans les festivités du 11 décembre, c'est le satisfecit que l'Union économique et monétaire ouest-africaine vient d'accorder au Burkina. L'UEMOA le place en tête de ces 8 pays membres en termes de transposition et d'application des textes fondamentaux dans la sous-région. Telles sont les conclusions des travaux de suivi de la mise en œuvre des réformes communautaires de l'institution. Les dites conclusions ont été présenté hier au chef du gouvernement Christophe Dabiré. Ahmed Nanema pour le reportage. Afin de faire face aux défis que lui impose ce monde en perpétuelle mutation, l'UEMOA tient à la primature du Burkina Faso sa 5e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires. À l'issue des travaux qu'ont effectués les experts de l'Union, le pays des hommes intègres conserve sa place à la tête du peloton des 8 États membres pour avoir obtenu les meilleures performances avec un taux de 84%. Un exploit obtenu grâce à l'application de textes visant à édifier un espace économique harmonisé et intégré tout en assurant une totale liberté de circulation des personnes et des biens. Je retiendrai 2 choses sur lesquelles et les ministres et le Premier ministre ont beaucoup insisté. D'abord, la mutualisation des moyens au niveau de notre Union. Cette mutualisation qui nous permet de partager les expériences et de réduire nos coûts d'intervention pris isolément. Il y a également la capitalisation et surtout le partage des bonnes expériences. Et là, effectivement, nous avons retiré de bonnes expériences au niveau du Burkina Faso, qui a été d'ailleurs, du reste, pionnier dans beaucoup de domaines comme la réalisation du budget pour programme ou bien l'égalité de traitement des étudiants ou bien un texte sur lequel je ne pourrais pas ne pas insister devant vous, le régime financier des collectivités territoriales. Pour le gouvernement burkinabé, la mise en œuvre des clauses de l'UEMOA est primordiale. Étant un pays de l'internat, nous sommes conscients que seul par l'intégration, et véritablement une intégration véritable, peut effectivement servir de levier, en tout cas au développement économique et au progrès économique au niveau du Burkina. La délégation des experts de l'UEMOA au Burkina Faso renouvelle leur solidarité face aux attaques terroristes récurrentes que subissent les différents pays de la sous-région. Je dois également saisir cette opportunité pour marquer notre solidarité profonde et agissante au gouvernement et au peuple burkinabé, attaqués par des lâches, des terroristes. Et la solidarité s'est manifestée au niveau de notre Union. Vous avez suivi les décisions importantes qui ont été prises par la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement à l'endroit notamment des 3 pays qui sont exposés à ces attaques barbares. Et ça, notre solidarité ne fera jamais défaut. L'UEMOA couvre une superficie de 3,5 millions de kilomètres carrés et compte 120 millions d'habitants. C'est une institution assez stable du fait de son taux de croissance du PIB qui s'élève à près de 7%. C'est tout pour la première partie de ce spécial le 11 décembre. Place à présent à la deuxième partie. Je m'en vais sur ce pas rejoindre les invités qui sont déjà installés. Et comme je vous le disais, à journée exceptionnelle, programme exceptionnel. Demain, le Burkina Faso fête le 59e anniversaire de son indépendance. Et en prévision de cet événement, LCA, vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, vous propose une édition spéciale depuis 19h. Après le développement de la page actualité de cette édition, voici le débat. Sur ce plateau, nous avons des invités de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Mais avant l'entretien, retour sur les temps forts de la proclamation de cette indépendance. C'était il y a 59 ans déjà avec le président Maurice Yameogo. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta.
Près de 60 ans après, quel est le véritable sens que les Burkinabés accordent à cette indépendance? C'est la grande question. 4 invités pour en débattre. Yaya Zungrana de l'ex-parti au pouvoir, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Bonsoir, Monsieur Zungrana. Bienvenue, Batchono du parti au pouvoir, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Monsieur Batchono, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également avec nous Pascal Zaïda. Monsieur Zaïda est le président du cadre d'expression démocratique. Bonsoir, Monsieur Zaïda. Bonsoir. Et enfin, Moumouni Kabouré, président du réseau des commerçants. Bonsoir, Monsieur Kabouré. Bonsoir. Vous venez de suivre un extrait de la proclamation de l'indépendance en 1960. Quelle importance ce moment recouvre pour vous? Je commence par Monsieur Zaïda. C'est quoi la signification pour vous? D'abord, il faut dire que c'est un sentiment d'une satisfaction parce que recourir à sa liberté, depuis les années 60 en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est un événement qui, à chaque fois que nous célébrons le 11 décembre, j'avoue que ce soit au niveau des écoles primaires ou au plus haut niveau, en tout cas les gens néanmoins, n'ont jamais cessé, en tout cas de manifester leur joie à l'endroit de cette liberté, même si jusqu'à présent, en tout cas, notre pays, nous ne sommes pas tout à fait indépendants sur plusieurs points, mais aussi au regard du contexte actuel, bon, je crois également que on devrait célébrer le 11 décembre aujourd'hui, notamment cette année, en tout cas, dans une, j'allais dire, dans une sobriété totale, comme le chef de l'État l'avait dit. Qu'en pensez-vous, M. Batchono? Est-ce que vous partagez l'avis de M. Zaïda? Oui, l'indépendance est quelque chose à saluer. Mais il faut dire qu'en dehors du cadre formel, l'indépendance est une quête permanente. Elle se construit au fur et à mesure et le peuple burkinabé doit continuer de travailler pour davantage s'affirmer et assurer sa liberté, renforcer sa démocratie, renforcer sa cohésion sociale, renforcer l'unité nationale pour que le progrès soit une réalité pour l'ensemble du peuple burkinabé. Et Monsieur Kabouré, je rappelle que vous êtes le président du réseau des commerçants soutien au président du Faso. Qu'est-ce que la déclaration de l'indépendance par le président Maurice Yameogo représente pour vous? En fait, je vais rectifier. Je représente Monsieur Kabouré Moumouni. Okay. Le nom c'est Saleh Issouf. Okay, bon, concernant la fête de l'indépendance, c'est toujours une fierté pour nous. Faire cette fête. Mais malheureusement, c'est cette manière de procéder aux festivités qu'on doit revoir. Voilà, ça c'est mon point de vue. J'aurais préféré qu'au lieu de faire des festivités, on peut quand même procéder à une opération pays propre. Okay. Voilà, c'est-à-dire au lieu de faire des festivités, ce jour-là, tout le monde, on se lève, on rend notre pays propre. Okay. Voilà. Et nous terminons ce premier tour de table par vous, Monsieur Zungrana. Quel sentiment ces images vous inspirent? Merci. Les images que nous venons de voir, où nous voyons le président Maurice Yameogo déclarer l'indépendance de notre pays, qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta, nous le voyons comme étant l'aboutissement d'un processus, parce que la quête de la liberté pour les peuples qui ont vécu sur le territoire de la Haute-Volta, c'est depuis des périodes très profondes de la période coloniale. Et la liberté, on peut comparer l'indépendance d'un pays à la liberté d'un individu. Quand on devient indépendant, on a l'espoir qu'on va vivre mieux, on a l'espoir qu'on va se prendre soi-même en charge, on a l'espoir qu'on va être l'acteur de son propre épanouissement. Donc je pense que c'est ça qui a été la joie des peuples dès 1960. Maintenant, nous sommes là pour assumer le fait que nous sommes indépendants et nous ferons en sorte, nous devons apporter notre pierre pour améliorer le quotidien de chaque Burkinabé pour que cette indépendance acquise là ne soit pas finalement un leurre. Parce que nous entendons des membres de notre population dire que peut-être que l'indépendance, il ne fallait pas l'avoir parce que le quotidien est difficile. Eh bien, les gouvernants doivent travailler à faire en sorte
que cette indépendance acquise en 1960 et qui a été une quête de nos populations pendant de longues années ne soit pas un leurre. Mais voilà, pour vous actuellement, cette indépendance, c'est un leurre ou bien c'est une réalité actuellement? Le quotidien des Burkinabés montre qu'il y a beaucoup de difficultés. Et toutes les analyses montrent que nous avons acquis l'indépendance, c'est vrai, mais nous n'avons pas transformé l'essai. À tel point que si vous prenez seulement, ne serait-ce que sur le plan de l'école, nous n'avons pas su imaginer adapter l'école du colon aux besoins de la nouvelle Haute-Volta. Et nous l'avons traîné jusqu'à aujourd'hui, à tel point que nous formons des centaines de milliers de jeunes avec l'ancien système colonial qui avaient besoin des voltaïques lettrés pour rédiger des actes de naissance, pour l'administration embryonnaire. Mais nous avons continué avec ça et nous nous retrouvons avec un paquet de jeunes face à ce paquet de jeunes, nous n'avons pas l'emploi qu'il faut pour leur offrir. Donc nous n'avons pas su nous adapter au fur et à mesure que l'indépendance se célébrait de 11 décembre à 11 décembre. Merci à tous. Nous avons posé la même question à des citoyens qui se trouvent présentement à Tenkodogo. Je rappelle que c'est cette ville appelée Cité des Oukantenga qui abrite les festivités de cette année. Voici ce qu'ils en pensent. Indépendance anyora bon ya hana yilin tsin ram fa gile wumta ba haya bon Burkina hasinga chaka haya ne ba fana ta ban vime hati ya soma ya ne yor ne ba fa gile donc indépendance ha ton ram te Burkina pa ba menga haya yum hinken wusugo tarona haya tuka ya soma wusugo. L'indépendance elle est politique d'abord, mais aussi bon il faut dire que beaucoup reste à faire sur le plan socio-économique. La vraie indépendance, c'est quand il y a l'autosuffisance alimentaire, quand en tout cas tous les jeunes seront en tout cas épanouis sur le plan emploi, et nous pensons que c'est surtout ça qui reste à résoudre comme problème. Bon, en tout cas, vraiment nous pensons que les festivités contribuent à l'épanouissement et au développement du pays, et surtout des régions où ça se passe, où ça se déroule. Bon, et les activités vont montrer, et la ville est activée. Pour moi, en tout cas, tout se passe très bien. Il y a l'ambiance, voilà, du matin jusqu'au soir. En tout cas, on est dans la joie, on est dans la fête. Voilà. Oui, c'est très important. Ça permet de se rappeler qu'on n'était pas libre d'abord et qu'on l'est maintenant. Et qu'il faut travailler en tout cas, à consolider cette indépendance. Et puis à réellement devenir indépendant, quoi. La véritable indépendance, c'est pouvoir se prendre en charge, ne pas dépendre surtout en toute chose de l'étranger, et puis bon, pouvoir résoudre les problèmes existentiels, et puis bon, assurer en tout cas le bien-être de son peuple. Bon, l'indépendance, c'est être libre. Voilà, au plan économique, politique, voilà, mais bon, c'est le non-entend. Hein. L'indépendance, bon, c'est vrai, mais est-ce que le Burkina Faso est réellement indépendant? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, la fête de l'indépendance est intéressante de Tenkodogo parce que nous sommes intéressés. C'est notre première fois de voir une fête comme ça. En tout cas, c'est intéressant, merci. Dieu vous fait la paix. C'est la paix là. Venez là, nous tous on a la paix. Donc pauvres, risards, ont besoin de la paix. Nous on prie Dieu pour ça. C'était un reportage de Gilles Dasda, Alain Koulibaly, Constantin Sieda, Achille Ouedraogo et Rigobert Nikema. Il est 20h, donc nous allons suivre le message du chef de l'État à la nation.
Burkina Faso, chers compatriotes, burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, amis et partenaires de Burkina Faso, la commémoration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale revêt une importance particulière en cette année du centenaire de la création de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. L'occasion me paraît opportune à saisir pour revisiter les temps forts de notre histoire collective depuis les luttes héroïques des communautés voltaïques dans la résistance contre la colonisation à nos jours. Ce devoir de mémoire, à travers un survol historique nécessaire, nous permet d'en tirer toutes les leçons en vue de consolider le socle de notre vivre ensemble et de notre avenir commun. C'est pourquoi cette commémoration participe à l'œuvre de construction de notre mémoire collective. C'est à mes yeux un temps de méditation sur le parcours glorieux de notre peuple, dont la bravoure et la solidarité dans l'épreuve doivent constituer le repère pour notre communauté de destin. Depuis la nuit des temps, les Burkinabés ont toujours su cultiver des valeurs de tolérance, de justice, de droiture morale, de travail et de cohésion sociale. En outre, ils ont su rejeter l'exploitation, la domination et l'oppression, d'où qu'elles viennent, comme en témoignent les grandes révoltes contre l'oppression coloniale avant la création de la colonie de Haute-Volta pour l'affirmation de la dignité humaine. Aussi, la création de la colonie de Haute-Volta le 1er mars 1919, sa dislocation en 1932, sa reconstitution en 1947, l'indépendance du pays en 1960 à son changement d'appellation en 1984, jusqu'à nos jours, les Voltaïques, puis les Burkinabés, ont-ils su forger progressivement dans la douleur, la sueur et le sang les fondements d'une communauté de destin, d'une nation digne, fière et respectée, plurielle et unie. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, le 59e anniversaire de notre indépendance a été placé à juste titre sous le thème 100 ans de création de Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation. L'État burkinabé, dont le Faso est la forme républicaine, est une réalité vivante et agissante dans le concert des nations. Autant l'État doit son existence à son territoire, aux hommes qui en relèvent et aux institutions de leur gouvernance, autant la nation burkinabé renvoie quant à elle à ce lien sentimental, à cette volonté de vivre ensemble et d'être liés par une communauté de destin. Actuellement, les soldats des vaillantes unités de nos forces de défense et de sécurité assurent au péril de leur vie l'intégrité territoriale de l'État et veillent à la protection de nos concitoyens contre les attaques terroristes et l'extrémisme violent qui nous sont imposés. Je ne doute pas de notre victoire sur les forces du mal, car aujourd'hui comme hier, la culture de la défaite ne fait pas partie des valeurs sociétales de notre peuple. Chers compatriotes, pour consolider l'État-nation, il nous faut relever deux défis. Le premier, c'est de restaurer l'autorité de l'État central, garant de l'unité et de l'indivisibilité de la nation, tout en mettant à bien le processus de décentralisation afin de garantir l'épanouissement des communautés vivant dans nos collectivités. Pour ce faire, tous les Burkinabés doivent s'assumer et assumer leurs responsabilités individuelles et collectives de citoyens exemplaires. Et la justice doit jouer sa partition avec efficacité pour garantir l'égalité de tous les Burkinabés devant la loi. Le second, celui de bannir à jamais la stigmatisation de l'autre. Nous devons combattre avec la dernière énergie toute forme de repli identitaire et de discrimination fondée sur le genre, l'ethnie, la religion ou la région. Ces dérives dommageables à la cohésion sociale sont de nature à compromettre notre quête permanente d'unité nationale. Nous devons, sans désemparer, poursuivre la construction du dialogue social, du dialogue interreligieux, intergénérationnel, ainsi que le dialogue des cultures indispensables à la pérennisation d'une culture de la paix.
Devant la recrudescence des attaques des groupes armés terroristes qui tentent de mettre à mal notre vivre ensemble, j'invite les communautés burkinabées à ne rien céder aux forces du mal qui font tout pour détruire notre nation. Chers compatriotes, burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, amis et partenaires de Burkina Faso, au regard de l'importance des défis à relever au plan sécuritaire, je renouvelle mon appel à une trêve sociale et à une union sacrée de tous les fils et filles autour des forces de défense et de sécurité pour vaincre le terrorisme et poursuivre les actions de développement économique et social du Burkina Faso. Comme l'ont montré les conclusions du dialogue politique que j'ai initié du 15 au 22 juillet 2019, nous devons avoir pour objectif essentiel de contribuer au renforcement de la paix et de favoriser la réconciliation nationale ainsi que la tenue d'élections démocratiques transparentes et apaisées en 2020. J'exhorte donc tous les Burkinabés à agir dans le sens de la promotion d'un Burkina uni et indivisible en vue de la consolidation de l'État-nation. J'invite les organisations de la société civile, les travailleurs, l'ensemble des partis politiques, les responsables coutumiers, religieux et administratifs à contribuer davantage à la construction d'une citoyenneté responsable et d'une conscience patriotique. J'insiste tout particulièrement sur le respect dû aux autorités religieuses, traditionnelles et aux anciens. En cette année du centenaire de la création de notre pays, et pour permettre aux générations présentes et à venir de mieux connaître tous les pans de notre histoire commune, j'ai décidé de commettre un groupe de travail pour l'écriture de l'histoire générale de la Haute-Volta au Burkina Faso. Il aura également pour mission de me faire des propositions consensuelles pour l'édification d'un panthéon de tous les bâtisseurs de notre nation afin que la dignité de leur vie soit immortalisée pour la postérité. Chers compatriotes, pour marquer cette journée historique, la ville de Tenkodougou, chef-lieu de la région du centre-est, est le point de convergence de l'ensemble des Burkinabés. Je salue la détermination des forces vives des provinces du Boulgou, du Koulpelgo et du Kouritenga qui, dans un contexte sécuritaire difficile, œuvrent au quotidien avec assurance et confiance à la transformation qualitative du Burkina Faso. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, pour bâtir ensemble un Burkina Faso prospère, nous devons nous départir de nos intérêts égoïstes et nous engager dans la réalisation des aspirations du peuple burkinabé. La détermination du peuple burkinabé à défendre la liberté et son territoire est connue de tous et notre histoire, celle que nous revisitons aujourd'hui, nous l'enseigne. L'indépendance et la liberté n'ont pas de prix. La détermination de nos forces de défense et de sécurité à défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême nous interpelle tous collectivement et individuellement. C'est le lieu pour moi, appréciant au plus haut point la résilience de nos populations et l'héroïsme de nos forces de défense et de sécurité face au terrorisme qui tente de semer le chaos dans notre pays, de rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité et à toutes les victimes civiles du terrorisme. Au nom de la nation entière, j'exprime ma solidarité avec les familles des victimes et j'adresse tous mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Les efforts se poursuivent au plan bilatéral et multilatéral, notamment au sein du G5 Sahel, dont j'assure actuellement la présidence pour améliorer l'efficacité de la réponse à apporter aux actions des groupes armés terroristes au Sahel et pour le développement de notre pays. En ce jour anniversaire de notre indépendance, chèrement acquise, j'ai une pensée pour nos frères burkinabés qui, du fait du terrorisme, sont aujourd'hui loin de leur terre d'habitation. Je voudrais rassurer tous les déplacés internes de l'engagement déterminé du gouvernement à créer les conditions de leur retour dans leurs localités respectives, dans la sécurité et la dignité. De même, je tiens à saluer les Burkinabés de la diaspora pour leur contribution au développement national
et leur soutien divers aux forces de défense et de sécurité et aux déplacés. Le gouvernement poursuivra les efforts pour leur pleine implication dans le développement économique et social du pays. C'est dans un contexte particulièrement difficile que le peuple burkinabé se bat et que le gouvernement s'efforce de tenir ses engagements et de poursuivre la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Je tiens à féliciter toutes les initiatives en cours dans tous les chantiers de développement à travers le pays, destinées à améliorer les conditions de vie de nos populations et à renforcer les infrastructures structurantes du pays. Chers compatriotes, la nation de démocratie, de paix et de prospérité que nous nous attelons à édifier au quotidien commande la contribution de tous sans exception. Fort de cette interpellation individuelle et collective, je souhaite une bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. C'était donc le président du Faso Roch Kaboré face à la nation. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec nos invités. Je rappelle que dans le cadre de ce spécial 11 décembre, nous recevons des personnalités de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Il s'agit de Yaya Zograna, de l'ex-parti au pouvoir, le CDP, de M. Bienvenu Bationo, membre du parti au pouvoir, le MPP. Nous avons également avec nous Pascal Zaïda, président du cadre d'expression démocratique, et enfin Sané Issoufou, représentant du président du réseau des commerçants. Monsieur Zaïda, vous venez de suivre le message du chef de l'État à la nation. Quel commentaire en faites-vous? Merci. Je peux vous dire que j'attendais plutôt à un discours assez franc et sincère qui devrait prendre en compte les préoccupations réelles du moment. Mais malheureusement, j'ai pu constater que dans la forme, c'est le même message que nous avons tout le temps, sauf quelques petites différences. Et dans le fond également, il n'y a pas d'une variance par rapport aux préoccupations réelles. Alors, le président a tantôt parlé de deux étapes majeures, notamment la question de la restauration de l'autorité de l'État, qui, vous savez tous, que personne n'est étranger au Burkina Faso. D'abord, la restauration de l'autorité de l'État commence d'abord par l'implication personnelle et individuelle. Parce que, à titre d'exemple, vous avez l'affaire de Yurugu qui va maintenant vers 1 an, et rien n'a été fait. Vous avez également entre la majorité et l'opposition, où la majorité s'appuie sur son pouvoir pour brimer et discriminer, par exemple, nous autres,
ou de mettre l'opposition politique. Des exemples? Évidemment, moi j'ai été ambassadeur par rapport à la question des libertés. Vous avez également des ministres qui sont pointés dans les cours déjà avec des Kalachnikov, qui n'ont jamais été inquiétés. Vous avez des gens qui ont appelé sur les réseaux sociaux à massacrer des généraux à la place de la République. On n'a jamais inquiété ces jeunes-là. Vous voyez un peu. Donc, au-delà de ça, il va falloir que le président aurait dû, pour la question de l'autorité de l'État, la restauration de l'autorité de l'État, prendre son bâton et fouetter à l'intérieur. Qui, par exemple? Par exemple, bon, excusez-moi du terme, mais je pense que des gens ont tenu des propos graves, notamment les Simon Comporé, les Clément Sawadro. Ils devraient aujourd'hui aller répondre devant la justice. Nous, on a fait peu que ça, on n'a même pas fait peu de ça, mais on a eu chaud dans ce pays. Donc ça, c'est à quel propos? La dernière fois, par rapport à la question de la sécurité. Alors, l'ancien ministre Clément, qu'est-ce qu'il a dit? Il a même nominé des gens qu'il faut aller les consulter, qui sont détenus depuis 5 ans, que ceux qui ont les contacts des terroristes. Je pense que ces propos sont une piste sur lesquels la justice devrait les entendre, afin qu'elle puisse effectivement dire réellement d'où ils tiennent ces preuves. Simon Comporé a dit également que vous avez, par exemple, des gens qui sont à l'intérieur, qui sont impliqués dans les attaques terroristes, et des gens qui sont à l'extérieur. Il a quand même la liste. Mais une autre personne qui n'est pas de l'air, qui aurait tenu ses propos, serait automatiquement entendue. Vous avez pris par exemple le cas de Naïm Touré. Donc la question de la restauration de l'autorité de l'État, l'exemple devrait venir d'abord d'eux. Voilà pourquoi nous avons voulu qu'en voulant d'abord appliquer cette notion-là, il faut que dans la cour, dans la famille, on ressort l'élément essentiel pour maintenant poser les véritables problèmes, en tout cas, d'une base réelle. Monsieur Zaïda, si je comprends bien, le président Kaboré n'a pas répondu à vos attentes. Vous suggérez qu'il parle franchement. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il dise? Vous savez que depuis Paul Kabat-Thieba, l'un de ses premiers discours, il a dit que maintenant la récréation est terminée, on va restaurer l'autorité de l'État. Le Burkina Et quand le premier ministre Dabiré est arrivé, c'était la même sanction. Excusez-moi du terme, le président, toutes les fois qu'il s'adresse à la nation, il a encore mis l'accent sur la restauration de l'autorité de l'État. Mais dans le fond, nous ne voyons rien qui plane pour montrer qu'il y a cette volonté. Parce qu'il faut d'abord que ceux-là même qui sont à la base de ce désordre à l'intérieur soient entendus afin que les autres puissent aussi arrêter. Malheureusement, il n'y a pas ça. L'affaire de Yurugu, nous avons un sérieux problème par rapport à ça. Tout le monde a levé le moins de doigts pour dire qu'il faut que la justice s'applique. Oui, on dit que la justice est en train de travailler, mais pendant combien de temps on va encore attendre? La question de la stigmatisation dont il a parlé, de l'autre. Alors, c'est vrai que depuis un moment, nous vivons cela au Burkina Faso, mais il a aussi parlé de dialogue interreligieux, dialogue intercommunautaire. Ça, ces deux aspects, en réalité, existent depuis la nuit des temps. Il n'y a jamais eu de rupture dans les dialogues interreligieux ou intercommunautaires. Par contre, ce que nous savons, le vrai problème au Burkina Faso aujourd'hui, c'est la question d'un dialogue inclusif. Pourquoi un dialogue inclusif? Il y a eu le dialogue politique qui a été exclusif. La mise en œuvre de ce dialogue politique jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons rien. Or, l'élément moteur pour tout développement, il y a la paix, il y a la stabilité, il y a la confiance, il y a la sécurité. Mais tous ces éléments sont échappés par l'union et l'unité. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut que la réconciliation nationale là, dépasse le cadre amusant et que ça prend véritablement le départ de ce que nous vivons. Mais malheureusement, aujourd'hui, bon, alors on dit qu'on ne peut pas enjamber des cadavres pour aller par la ligne de réconciliation. Personne n'a exclu la justice. Personne n'a exclu la notion de la justice. Donc aujourd'hui, le discours du président Kaboré, je crois que c'est comme tout discours des chefs d'État qu'il est là depuis les 5 ans, mais il aurait dû aller au-delà de ça. La question de la réconciliation dont nous avons posé, c'est ça qui devait être la base réelle de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais malheureusement... Mais il a abordé dans son message cette réconciliation. La question de la réconciliation dont il a abordé, c'est toujours dans le même sens des dispositifs constitutionnels dont il avait mis, notamment le Hashkouroun et la commission de dialogue social. C'est sur ces bases-là qu'il s'est attelé à donner son explication. Mais malheureusement, depuis que ces institutions sont là, alors ils sont limités puisqu'il manque une décision politique et courageuse de sa part afin de sauver le pays. Voilà pourquoi. C'est pour cela que nous avons dit que la question sécuritaire aujourd'hui trouve d'une part sa résolution dans la question de l'unité nationale. Un peuple fragile, une nation divisée est une porte ouverte pour les bandits. Monsieur Batchono, vous, en tant que membre du parti au pouvoir, vous êtes satisfait du message du chef de l'État? Oui, il a fait un discours de sincérité, de franchise. Il a fait un discours d'homme d'État sur la forme, un discours très équilibré, avec des séquences bien pensées, sans fioriture,
il s'est adressé au peuple burkinabé et c'est à nous tous de tirer la quintessence du message qu'il a apporté. Il a abordé tous les sujets brûlants de l'heure. Il a, bien sûr, en introduction, travaillé sur le thème, fait appel à toutes les valeurs. Il a aussi énuméré les défis de l'heure, qui sont la question sécuritaire, la question de la lutte contre la stigmatisation et la question de la restauration de l'autorité de l'État, qui passe bien sûr par une justice. Et en parlant de justice, et quand on fait l'amalgame à dessein que c'est de la responsabilité seule du chef de l'État de régler la question de Yirgou, j'ai dit, je suis désolé. La justice est indépendante, les Burkinabés l'ont voulu après l'insurrection. Nous travaillons à ce que la justice puisse s'assumer et poser les actes. Ce n'est pas au président du Faso à s'impliquer ou à s'immiscer ou à donner des orientations à la justice. Et nous tenons à ça. Et le président du Faso est un démocrate qui s'accorde avec les principes de la démocratie. Il est passé aussi par un appel ou des appels à la solidarité, au renforcement de la paix et affirmer que nous allons aller vers des élections apaisées et en partant sur des valeurs de la constitution d'un État-nation, mais avec une citoyenneté très très consciente qui se fonde sur les valeurs historiques du peuple burkinabé. Il faut aussi dire qu'il a pris des décisions, notamment de réécrire l'histoire du Burkina Faso, qui est, comme on le dit, tant que l'histoire de la chasse sera toujours racontée par le chasseur, le lion n'aura jamais la victoire. Et aujourd'hui, nous savons que tous les curricula n'ont pas beaucoup évolué depuis la colonisation et il faut aller plus loin justement en disant qu'il est nécessaire d'avoir une réforme de l'éducation et de revoir par le même temps toute la question des curricula. Il y a eu, enfin, tout ce qui est félicitations, hommages, remerciements, et avec un mot quand même d'espoir sur le plan national du développement économique et social qui doit toujours être en vigueur parce que nous ne nous laissons pas distraire uniquement par les aspects sécuritaires. Le Burkina Faso doit continuer de progresser et le progrès est planifié, le progrès doit toujours se poursuivre. Mais M. Bationo, comment progresser si le pays n'est pas sécurisé? Aujourd'hui, la question de sécurité, tous les pays du monde sont confrontés aux questions de sécurité. À des différents degrés. À des différents degrés, bien sûr. Donc le Burkina, aujourd'hui, est face au terrorisme. Mais tout le monde voit aussi que malgré tout, on continue de faire des réalisations. Et on continue de construire des écoles, on continue de construire des CSPS, on continue de faire des routes, on continue de faire des forages, on continue d'assurer un système de santé, même si ce n'est pas à la perfection, parce que la perfection n'est pas de ce monde, le progrès continue, le progrès reste une réalité au Burkina. Mais pensez-vous que les infrastructures sont les besoins réels des Burkinabés? Les besoins réels de tout homme, le plus important pour un politique, c'est d'œuvrer au bien-être de sa population. Okay. Donc, les besoins humains sont là. Les besoins de base fondamentaux, qui est l'autosuffisance alimentaire, on doit se nourrir, on doit s'alimenter, boire de l'eau, on doit s'habiller, on a un besoin de sécurité, on a un besoin de santé, on a un besoin de s'éduquer. Il y a tous ces besoins. Mais merci, dans ces différents choix, il faut assurer ça du mieux que l'on puisse le faire avec les moyens dont on dispose pour le faire. Merci beaucoup. Nous allons nous tourner maintenant vers M. Zoungrana pour avoir son point de vue concernant le message du chef de l'État à la nation. Merci. En écoutant le chef de l'État, moi, avant de venir à cette émission, je suis allé sur sa page officielle
Et par rapport au thème de cette fête de l'indépendance, la 59e, le chef d'État a parlé d'identité collective, de fierté d'appartenir à la même patrie, un ensemble qui constitue le ciment de notre vivre ensemble et gage de notre destin commun. C'est ce qui a été dit. Le discours, dans sa forme, je retrouve les éléments qu'il a indiqués sur sa page officielle. Maintenant, je trouve que le discours ne cadre pas avec les préoccupations actuelles du peuple burkinabé. Et c'est cela qu'on a l'impression qu'on ressasse du déjà connu. Quand on parle de restaurer l'autorité de l'État, c'est déjà connu. Quand on parle de respecter les autorités coutumières et religieuses, c'est déjà connu. Il faut savoir que nous célébrons les 100 ans de la création de notre parti, de notre patrie. J'aurais aimé entendre que face à la situation actuelle de notre pays, 2019 est l'année où chaque Burkinabé a le sentiment que le Burkina Faso, qui est à la Haute-Volta, est en danger, sur le plan même de l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, le pays est comme un malade qui est sur un lit d'hôpital. Sa priorité, c'est de sortir de l'hôpital. Tous les autres projets sont secondaires. Un homme malade égale à un pays, l'équivalent c'est un pays malade. Ou si on peut, pour ce qui nous concerne, un pays en guerre qui n'a pas la paix est comme un homme malade. Sa priorité, c'est de recouvrer la santé, c'est-à-dire la paix. Comment? Beaucoup aujourd'hui n'arrivent plus à faire leur commerce. Hier, j'ai un ami qui m'a appelé d'Abidjan pour me dire qu'il a des camions qui font le lien Sapaga-Tangueta. 3 véhicules bloqués à Zorgo ne peuvent plus circuler parce que la zone est totalement insécurisée. Et c'est un peu partout comme ça à travers le pays. Qu'allons-nous faire pour revenir à la situation d'avant? Qu'allons-nous faire pour rétablir l'intégrité du pays et le vivre ensemble? Par exemple, quand le chef de l'État parle des conflits intercommunautaires, c'est une réalité. Depuis Yirgou jusqu'à maintenant, c'est une réalité que des communautés s'entrechoquent. Faut-il fermer les yeux sur cela alors que cela est en train de déliter le pays? Or, dans le discours, on n'a pas constaté des actions fortes pour aller dans le sens de la lutte contre la déliquescence du pays. Nos ancêtres nous ont transmis le flambeau depuis 100 ans jusqu'en 2019. Sommes-nous sûrs, avec de tels discours, de transmettre le Burkina Faso à la génération à venir? Est-ce que nous ne risquons pas un matin de nous retrouver envahis par des forces dont on ne connaît pas l'origine, parce qu'on aura laissé les gens traverser et venir jusqu'à Ouagadougou, et on se pose des questions. Les questions restent toujours posées. Absolument. Et nous allons passer maintenant à vous, Monsieur Sané. Quelle est votre appréciation? Concernant le discours du président, je trouve globalement satisfaisant, puisqu'il a fait un peu l'historique du Burkina Faso. Il a parlé du vivre ensemble et la restauration de l'autorité de l'État, et il a parlé de la cohésion sociale. Globalement, je trouve tout ça satisfaisant. Mais concernant l'autorité de l'État, la restauration de l'autorité de l'État, je trouve aussi que nos gouvernants ne font rien pour amener la population à suivre ce rythme-là. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire, le gouvernement? Ils sont censés donner l'exemple. Ils sont censés donner l'exemple, c'est-à-dire au niveau de la justice, au niveau de leur manière de se comporter, au niveau de leur manière de communiquer. Est-ce que vous voyez? Okay. Et on a l'impression que, vous voyez, nous les commerçants, la situation d'insécurité aujourd'hui, ça joue beaucoup sur nous. Il y a beaucoup de commerçants aujourd'hui qui se cherchent
un langage terre à terre. On n'arrive plus à faire le commerce. Donc, c'est vrai, le président du Faso a rendu hommage au FDS. Mais cette situation d'insécurité-là, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Des questions restent toujours posées. Nous sommes aujourd'hui le 10. Dans moins d'une semaine, le président Kaboré ainsi que les présidents des États membres du G5 Sahel doivent se rendre à Pau, en France, sur invitation ou convocation, je ne sais plus, vous me direz, du président français pour rétablir les bases de leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Monsieur Zaïda, est-ce que ce n'est pas une forme de néocolonialisme qui se poursuit? Je crois que nous avons eu l'occasion de se prononcer là-dessus. Nous avons tout simplement regretté la forme dont nos chefs d'État ont été convoqués. Mais aussi, nous avons estimé que dans le fond, il y a plusieurs accords bilatéraux qui lient les différents États. Et surtout entre la France et le Burkina Faso, il y a beaucoup d'accords qui sont toujours restés secrets, au plan économique, au plan militaire et même au plan politique. Et à ce titre, lorsque vous n'avez pas le contenu d'un élément, il est très difficile de se prononcer ou de prendre une position. Voilà pourquoi quand vous écoutez Macron lorsqu'il se plaignait comme quoi il y a eu des hommes politiques qui ont commencé à lancer le débat anti-français dans nos espaces. C'est vrai parce que nous l'avons entendu non seulement à travers les radios au Burkina Faso, mais aussi à travers même la bouche de certaines de nos autorités burkinabées, mais aussi à travers des mouvements au niveau du Mali et même ailleurs. Nous n'allons pas rentrer dans ce jeu de populisme. Nous estimons que le Burkina Faso ne peut pas se dépasser de la France. Maintenant, la manière dont les choses se sont déroulées jusqu'à la convocation des chefs d'État, alors c'est la forme qui est humiliante parce que ce n'est pas comme ça qu'on devrait en tout cas adresser une lettre, une convocation à un chef d'État, parce que nous tous nous avons été humiliés. C'est dans ce sens-là que nous avons condamné. Maintenant, nous l'avons aussi expliqué, il faut que les gens comprennent. Avec les événements de 2014 à aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir négliger la vérité pour prendre le mensonge comme état une vérité. C'est ça qui est très dangereux. Et nous pensons que quand ils vont aller le 16, ce qui va ressortir de leur concertation, il faut que le message, disons, ce qui va être arrêté, soit aussi rendu officiel, afin que nous puissions à ce niveau maintenant apprécier et dire maintenant quelle peut être la conduite à tenir. Mais d'avance, se prononcer sur un dossier, sur des accords que nous ne maîtrisons pas, c'est prématuré. Ok. Et quel est votre avis, M. Sané? Oui, en fait, j'aimerais insister sur le point de vue de M. Zaïda. C'est des accords qui sont secrets. Les accords secrets, nous n'avons aucune idée de ce qui se dit en bas. Si vous voyez. Mais maintenant, si le président doit aller à Pau ou il ne doit pas aller, bon, je trouve que la manière dont il a été quand même invité, il y a vraiment un manque de respect. Un manque de respect pour lui et un manque de respect pour le peuple. Voilà, donc nous, si réellement il peut peut-être sursoir à ce rendez-vous, nous, ça nous ferait beaucoup plaisir. Donc pour vous, le président Roch Kaboré ne devrait pas répondre à l'invitation de Macron? Oui, la manière dont il a été invité, sincèrement, il ne devait pas répondre. Ok. Et M. Bationo, quel est votre avis? Voilà, avant tout propos, nous ne laissons pas juste prendre dans l'étau de la question sécuritaire. Il est toujours important d'affirmer qu'il faut le développement. La sécurité ne doit pas nous empêcher de poursuivre le progrès. Et si on s'arrête, si on ferme tout pour juste prendre les 2500 milliards du Burkina Faso pour gérer la question sécuritaire, ce n'est pas responsable. Il faut continuer d'avancer et le Burkina doit le faire. Donc ça, c'est une position responsable. Ensuite, quand on parle d'État à État, c'est un rapport de force, c'est un rapport d'intérêt. Les peuples français et les peuples burkinabés n'ont pas de problème entre eux. Et Sankara disait, ceux qui exploitent les peuples en Europe, c'est les mêmes qui exploitent les peuples au Burkina Faso, c'est les mêmes qui exploitent les masses populaires. Mais les peuples sont en quête de mieux-être. Les peuples se cherchent, les peuples veulent se retrouver. Chaque peuple veut le bien-être, veut le mieux-être. Donc, pour nous,
le président Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas eu à réfléchir longtemps pour dire qu'il ira répondre à l'appel de Pau, parce que la France reste un partenaire dans cette lutte. Maintenant, c'est une occasion de clarification, c'est une occasion pour se parler, c'est une occasion pour prendre des résolutions, c'est une occasion aussi pour faire des déclarations vis-à-vis de nos peuples. Ça permettra au président Roch-Marc Christian Kaboré de revenir, de s'adresser aussi à son peuple. Maintenant, les accords, aujourd'hui, quand on regarde le G5, de plus en plus aussi les parlementaires sont dans l'action. Parce qu'au début, on laissait juste la question exécutive et être en avant. De plus en plus, aujourd'hui, il y a le CIP et G5 Sahel qui est avec les parlementaires des 5 pays qui regardent de près ce qui est en train d'être mis en œuvre dans cette affaire du G5. Alors, mais il faut vous dire aussi que le G5, ce n'est pas juste l'aspect sécuritaire. Le G5 aussi, il y a l'aspect toujours de développement au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation politique de l'espace. Et ça, c'est important. Il ne faut pas, on va dire, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ok, et M. Zoungrana, êtes-vous pour ou contre la participation du président Kaboré à ce sommet de Pau? Je dirais d'abord que par rapport à cette question, moi je vois 2 aspects. Il y a la forme et le fond. Et je vois que l'opinion publique s'est beaucoup focalisée sur la forme de l'invitation ou de la convocation, c'est selon, et que le président Macron a adressé au chef d'État du G5 Sahel. La forme est très maladroite et irrespectueuse. Je mets ça sur le compte peut-être de sa jeunesse, de sa fougue. Nous qui avons connu François Mitterrand comme chef d'État français, n'aurait certainement pas commis cette erreur. Parce que la raison d'État, la statut d'homme d'État, il va de cela aussi. Je suis sûr que un président comme le président Mitterrand aurait s'y serait pris autrement. J'ai lu aujourd'hui que le président nigérien a reçu hier le 9 officiellement l'invitation pour aller à Paris, enfin à Pau le 16. J'imagine que c'est la même chose pour les autres chefs d'État du G5 Sahel. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un rattrapage quelque part que la présidence française est en train de faire parce que M. Macron, ce qu'il a fait à partir depuis Londres, a été manifestement maladroit. Maintenant, comme l'a dit mon collègue, il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé. Mais notre chef d'État, en tant que président du G5 Sahel, au début de son mandat, face à l'inefficacité du système sécuritaire en place, qui regroupe aussi bien nos FDS que les forces occidentales, principalement françaises, qui sont sur le terrain, et nous constatons que le problème ne fait que s'amplifier. En tant que premier responsable du G5 Sahel, au tout début de son mandat, aurait dû être à l'initiative de cette réunion. Moi, si j'étais à sa place, pour faire le point avec ces 4 autres chefs d'État, en présence du chef d'État français, pour dire, nous avons signé des accords, nous constatons que ça ne marche pas sur le terrain, les populations ont commencé à se plaindre, qu'est-ce qu'on fait? Revoyons les accords. Et là, je pense qu'ils auraient eu tous la tête haute, et particulièrement notre chef d'État, président du G5 Sahel. Voilà comment moi j'aurais lu la situation. Mais je pense que le président français, la maladresse est allée jusqu'au contenu maintenant, là je parle du fond, de ce qui va se passer. On ne peut pas convoquer des chefs d'État pour leur dire de venir s'expliquer, de venir donner leur compréhension de ce qu'ils ont déjà signé. En France, il y a les gilets jaunes qui manifestent depuis des mois. C'est leur liberté d'expression. Dans nos pays aussi, au Burkina particulièrement et au Mali comme au Niger, les peuples ont le droit d'exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à une situation sécuritaire qui s'aggrave, qui se dégrade de jour en jour. Et ça, le président Macron nous a laissé entrevoir que les chefs d'État devaient venir et donner les explications pourquoi leur peuple se plaigne. Et ça, c'est inacceptable.
pour un chef d'État. Nous allons poursuivre sur ce chapitre souveraineté assumée, mais avant, je vous invite à suivre ceci. Mais malgré tout, une grande puissance comme la France, comme les États-Unis ou comme l'Union soviétique, s'ils décident de retirer une partie de l'aide qu'ils vous apportent actuellement, peuvent vous mettre dans de graves difficultés intérieures. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. C'était Thomas Sankara à propos de l'impérialisme. Est-ce que vous pensez que cette posture est possible aujourd'hui de la part de nos chefs d'État, M. Zaïda? J'avoue que moi, j'ai plusieurs manières de comprendre les choses parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui est l'œuvre de nous-mêmes. Si nous avons accepté, par exemple, d'abandonner nos coutumes pour aller vers d'autres religions, il va de soi également que nous laissions ce qu'on devrait développer en Afrique ici pour aller importer, ou du moins soit en tout cas contraint à des obligations extérieures. Donc au regard de tout ce qui se passe, c'est comme je les expliquais tantôt à dire aux gens, j'ai une autre manière de comprendre les choses. Par moment on dit je suis incompris. Non, il faut qu'on arrive quand même à être objectif. L'Afrique sera une grande puissance militaire, économique, à tous les niveaux, mais ça c'est après nous. Donc ne soyons pas peut-être jaloux, du moins c'est orgueilleux de ce que nos arrière-petits-fils vont venir vivre après nous. Parce que le principe de domination est un principe naturel. Alors il n'y a que ce que nous-mêmes, dans notre élan de solidarité, d'union et même de partage, que nous pouvons amener les peuples plutôt à s'élever au fur et à mesure pour aller vers l'unité nationale. C'est pour cela d'ailleurs, à tous les niveaux que ce soit, chaque seconde qui passe, nous avons toujours dit aux gens, il faut qu'on parle le même langage, il faut que nous soyons unis à tous les niveaux. Alors, l'Afrique, ou du moins selon les propos du président Sankara, il avait raison de dire ça, mais c'était tard. C'était tard puisque nous sommes contraints des pieds jusqu'aux cheveux par rapport à tout ce qui nous a été imposé. Et naturellement, on ne pouvait pas se passer de ça. Monsieur Zaïda, à l'invitation de Macron, le président Kaboré avait dit, je cite ceci, « Nous allons répondre à cette invitation et nous aurons l'occasion de nous parler franchement. » Comment vous comprenez cela? Oui, nous avons dit, vous savez, il faut que nous laissons parfois le populisme là et allons vers la réalité. Voilà, parce que ce qui nous lie entre les deux pays, pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments d'appréciation, puisqu'on ne connaît pas les accords et il est difficile de se prononcer. Mais nous savons très bien que c'est prématuré qu'un chef d'État dise qu'il va aller parler les 1000 vérités à un président français. Ça, c'est une vérité qu'il faut l'accepter, mais c'est normal puisque oui, il fallait faire plaisir à des militants. Mais nous savons combien beaucoup de chefs d'État sont arrivés sous l'impulsion française. N'ait été, par exemple, ce que les Occidentaux tels que la France, les États-Unis, n'allaient pas avoir installation au Burkina Faso. Voilà, il faut aussi le reconnaître. Monsieur Batchono, quel est votre avis sur la question? Je pense que le peuple burkinabé doit continuer de progresser. Je préfère le terme progrès, parce que tu fais partie de notre devise, au terme de développement. Et l'impérialisme est une réalité. On dit que l'impérialisme, c'est la phase suprême du capitalisme, c'est des grandes théories qui sont là. Donc, le Burkina, aujourd'hui, fait face à une machination, fait face à une déstabilisation de son État, fait face à une guerre asymétrique dite de quatrième génération qui veut faire tomber. Et c'est là où je retrouve tout le génie de Thomas Sankara qui disait « on n'a pas besoin
de forces militaires. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de déstabiliser le pays, notamment en allant sur la population civile, en passant par des actions terroristes pour faire tomber l'État, pour le faire plier. Donc c'est un sursaut aujourd'hui que le peuple burkinabé doit avoir pour se mettre ensemble. C'est une occasion historique de se réunir, de se donner la main et de défendre notre pays. Mesdames et messieurs, nous nous acheminons vers la fin de cette édition spéciale, mais je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser cette question qui me brûle les lèvres. C'est à propos de la prochaine présidentielle qui nous montre déjà le bout du nez. 2020, c'est demain, 2020, c'est déjà là. Est-ce que vous pensez que c'est possible de tenir des élections dans ces conditions si rien ne change, si la situation sécuritaire du pays n'évolue pas, M. Zongrana? Avant d'aborder ça, j'aimerais dire quand même qu'en matière de relations d'État à État, où certains parlent d'impérialisme, il faut savoir que les États n'ont que des intérêts. Et quand vous allez discuter d'État en État, c'est les intérêts de votre peuple que vous devez défendre. Il n'y a pas de sentimentalisme à ce niveau, il n'y a pas de j'aime ou je n'aime pas. On entend certains auditeurs burkinabés qui disent si la France nous aime, elle doit faire ça, elle doit faire ça. Non, chaque pays a des intérêts. Pour revenir à votre question, donc, c'est une question très, très profonde et qui est d'actualité, mais la situation sécuritaire du pays nous préoccupe beaucoup plus que les élections de 2020. Quand vous voyez le nombre croissant à l'exponentielle des déplacés, des gens qui sont chassés de leurs champs, qui n'ont pas pu cultiver leurs champs, ne parlons pas de récolter, qui sont entassés chez des parents, qui sont entassés dans des lieux publics, je crois que les élections aujourd'hui, en parler, c'est un peu gênant. Parce que le nombre de 500 000 à 600 000 a déjà été franchi. Il y a beaucoup de zones du pays qui sont inaccessibles même. Les élus locaux ont fui, les élus nationaux aussi ont fui. Je ne vois pas à quel niveau on peut faire campagne. Et je crois même que cette semaine, la Commission nationale des élections, chargée des élections, est en atelier à Koudgou pour ce problème de la faisabilité des élections, surtout pour les déplacés en 2020. Donc le gouvernement attend. C'est ce que nous avons entendu à l'Assemblée lors de l'examen de la relecture du code électoral. Le gouvernement attend les résultats des conclusions de la commission électorale indépendante qui va certainement proposer des solutions de faisabilité et nous tous, nous attendons cela. Cela étant dit, les élections régulières font partie aussi de la souveraineté d'un État. Quand un État n'arrive plus à faire des élections parce qu'une partie du pays est occupée ou bien insécurisée, c'est un problème de souveraineté. Et nous invitons le gouvernement à aller dans le sens vraiment de réconcilier les Burkinabés entre eux, parce que je dis souvent que face à la force, seule l'intelligence permet de vaincre. Et plus on est nombreux à réfléchir sur un problème, mieux ça vaut. Le président Roch a été élu par 52 à 53% de Burkinabés, mais il gouverne pour les 100% de Burkinabés. Les autres 47% sont aussi intelligents que les 53%. Rassemblons-nous et cherchons la solution. Merci. Okay. Monsieur Sané, vous êtes pour ou contre la tenue des élections au regard de la situation sécuritaire du pays? Avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur la déclaration du président Sankara concernant la domination culturelle de l'impérialisme. Vous savez, le changement doit impérativement venir de nous, de la population, pas forcément des gouvernants. C'est-à-dire, on doit accepter de consommer ce que nous produisons, consommer local, s'habiller local, manger local. Voilà. Bon, concernant la situation sécuritaire et les élections de 2020, je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que j'ai vraiment confiance en nos FDS. Et je suis sûr qu'ils pourront relever les défis. Le pays sera, Inch'Allah, sécurisé. Pour ça, je suis très optimiste. Et M. Bationo, qu'en est-il de vous? Oui, nous ne pouvons qu'émettre des vœux
Parce que, comme a dit mon collègue Yaya, c'est gênant aujourd'hui de parler des élections. Mais on doit travailler à ce que les élections se tiennent à bonne date et dans les meilleures conditions possibles, donc de sécurité optimale. Donc le défi aujourd'hui, c'est au président, chef suprême des armées, à l'ensemble de la population, à l'ensemble du peuple burkinabé, de travailler à restaurer son intégrité territoriale, à ramener la sécurité sur l'ensemble du territoire burkinabé et à anticiper aussi, parce qu'on ne va pas attendre de restaurer la sécurité avant de préparer les élections. En ce moment, elles ne seront pas tenues en bonne date. Donc, il faut gérer tout ça, c'est ça le défi. Et si tout était normal, le président n'allait pas parler de défi. Ça reste que la situation est anormale, donc il parle des élections en termes de défis. Ça veut dire qu'en même temps que nous allons travailler à restaurer la sécurité et ramener la paix au Burkina, en même temps, il faut anticiper et préparer les élections. Donc la CENI, aujourd'hui, c'est l'organe indépendant qui organise les élections. Et ils sont libres de travailler, ils doivent imaginer tous les scénarios possibles. Aujourd'hui, on parle d'organiser le vote des déplacés, quitte à les impacter sur les zones de leur circonscription électorale. Tous les scénarios sont envisagés et je pense que c'est une bonne manière de faire parce que de toute façon, ce n'est pas la CENI qui est chargée de restaurer la sécurité et ils sont chargés d'organiser les élections. Donc, ils doivent faire leur travail. En ce moment, de l'autre côté, les forces de défense et de sécurité, avec l'ensemble des volontaires et du supplétif, doit travailler à restaurer la sécurité. Monsieur Zaïda, en quelques mots, votre avis sur la problématique des tenues des élections dans un contexte sécuritaire particulier? Je crois que le calendrier tel qu'annoncé par la CENI, dès le mois de janvier à mars, ils vont commencer l'enrôlement biométrique. Ce qui suppose que la question sécuritaire également doit être prise en compte à ce niveau. Or, nous avons à plusieurs reprises entendu dire que les élections se tiendront à bonne date, notamment par les tenants du pouvoir actuel. Et nous estimons que, quelle que soit la situation que nous vivons, il était plus important qu'un dialogue inclusif soit engagé pour qu'on puisse discuter de tout cela. Mais malheureusement, si vous avez 3 mois pour un enrôlement biométrique, après les partis politiques vont aller vers leur investiture et la pré-campagne, à quel moment nous allons discuter de cette question fondamentale? Donc évidemment, peut-être que les élections viendront trouver la solution à la question sécuritaire. Donc nous avons dit qu'il faut que les élections se tiennent à bonne date. Ok, merci. Cette édition est terminée. Dernière question, vos vœux pour le Burkina. Je commence par vous, M. Zongrana. C'est des vœux de paix, de sécurité principalement, pour que les Burkinabés puissent vaquer à leurs occupations comme ils le faisaient il y a quelques années. Je pense que chaque Burkinabé vivait dans la paix, s'occupait de ses activités, allait et venait librement. Et je pense que beaucoup regrettent cette situation-là, qui est là aujourd'hui, ce passé qui est perdu. Et je vais citer le président Félix Houphouët-Boigny: la paix est le préalable à tout développement. Et donc, je souhaite que le pays reconnaisse la paix. Monsieur Sané, en quelques mots, vos vœux? Bon, c'est un vœu de sécurité. Et je vais profiter de votre antenne, lancer, comment on appelle ça, un appel à tous nos politiciens, que ce soit ceux de la majorité ou ceux de l'opposition, qu'ils se mettent la main dans la main et regarder dans une même direction, qu'ensemble on essaie de sortir le pays de cette situation. Et vous, M. Zaïda, que souhaitez-vous pour le pays? Oui, notre souhait de tous les temps, c'est de voir un Burkina réconcilié. Un Burkina réconcilié, pourquoi? Parce qu'au niveau de la classe sociale, telle que coutumier et religieux, il n'y a aucun problème. Et nous, au niveau des OSC, nous avons engagé la dynamique. Nous sommes en train de nous réconcilier et c'est presque fait. Si vous avez suivi les débats à travers les radios, c'est ça. Et nous invitons la classe politique à se réconcilier, à prendre le même pas afin que le pays soit uni. Et enfin vous, M. Batchono, quels sont vos vœux pour le Burkina? C'est un Burkina de paix et un Burkina de justice sociale, un Burkina de progrès économique et social, et un Burkina uni, et comme le dit notre devise. Mais en tout état de cause,
il est important de relever un fait que j'ai entendu dire, la politique divise. Non, la politique ne divise pas. Ce sont les mauvais politiciens, mus par leurs intérêts égoïstes, qui divisent le peuple. Parce qu'il y aura toujours la politique pour conduire le pays. La politique ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours la politique, il y aura toujours des politiciens. C'est au peuple de travailler à faire émerger des bons politiques, des bons leaders pour les conduire. Ok, merci d'être passé sur notre plateau. C'est tout pour cette édition spéciale sur le 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Merci à vous, madame, monsieur. Demain, nous vous proposons en direct de Tenkodogo la grande parade civilo-militaire à partir de 9h et ce, en collaboration avec la RTB. Une édition spéciale du journal télévisé vous sera proposée à 13h et à 19h, un magazine spécial Indépendance. Agréable soirée à tous et bonne fête de l'indépendance.